Je vais parler en français. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être là avec mes collègues allemands. I work a lot with Rolf about the recommendation on hemorrhagic shock and really we have a lot to learn by collaboration of this kind of collaboration inside the Europe. Donc, qu'est-ce que l'on peut penser des vasopresseurs donc dans le choc hémorragique? Alors, mon expérience, c'est en traumatologie et évidemment, au cours des questions, on peut étendre ça à d'autres chocs hémorragiques en péropératoire ou à des chocs hémorragiques dans les hémorragies digestives ou dans les hémorragies de la délivrance, mais c'est vrai que chacun a sa spécificité. Donc moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est essentiellement la traumatologie, mais je pense que certains concepts peuvent être étendus à d'autres types de chocs hémorragiques. Donc il y a deux phases distinctes dans un choc hémorragique. Il y a la phase avant que l'on arrive à stabiliser l'hémorragie, puis ensuite il y a la phase où on va pouvoir amener le patient en réanimation et à ce moment-là continuer la réanimation de ce choc hémorragique. Et là, je vais surtout me placer dans la phase jusqu'à ce qu'on arrive à contrôler le choc hémorragique. Les idées, c'est d'essayer de ne pas faire de bêtises aussi avec notre réanimation et donc de faire attention à ne pas augmenter le segment au cours tant que celui-ci n'est pas contrôlé. Et l'idée, c'est d'essayer de prévenir la coagulopathie de dilution, donc d'essayer de ne pas trop remplir et d'essayer de tolérer une certaine hypotension, ce que les Américains appellent hypotension permissive. Et très vite commencer donc une réanimation agressive sur le plan transfusionnel, culoglobulaire, PFC, fibrinogène, on l'a vu par ailleurs. Et évidemment, d'aller au plus vite pour arrêter l'hémorragie. Donc dans les recommandations, on voit apparaître, recommandations européennes, on voit apparaître cette idée donc de low volume fluid resuscitation et d'hypotension permissive. Alors il y a une discussion, quel est le niveau de pression artérielle? Parce que c'est bien de recommander quelque chose, mais c'est quoi le niveau de pression artérielle? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu de choses qui nous permettent de savoir exactement, basé sur des études, quel est le bon niveau. L'intérêt de ces recommandations, c'est que même s'il y a peu de choses dans la littérature pour avoir une recommandation forte, eh bien, il est recommandé de ne pas aller chercher une pression artérielle trop élevée et une pression artérielle systolique entre 80 et 90 semble être un objectif raisonnable, bien évidemment, en dehors de tout traumatisme crânien, où là, on va prioriser la perfusion cérébrale et aller chercher un objectif plus élevé. Alors, les vasopresseurs, pourquoi ça peut être intéressant dans un choc hémorragique? Eh bien, tout d'abord, ça peut permettre, en association avec le remplissage vasculaire, de limiter l'hypoperfusion tissulaire, limiter l'hypoxie tissulaire, tant qu'on n'a pas contrôlé l'hémorragie. Et ceci est d'autant plus vrai si on s'aperçoit que l'hypotension ne réagit pas au remplissage vasculaire. Et puis aussi, il y a une autre idée, c'est que peut-être ça pourrait permettre, pour un même niveau de pression artérielle, de remplir moins si on utilise, en association au remplissage vasculaire, un vasopresseur. Mais aussi, et c'est notre crainte, est-ce qu'on n'a pas le risque d'aggraver le segment si on va chercher un niveau de pression trop élevé avec une quantité excessive de vasopresseurs? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque au niveau donc, des tissus d'entraîner une vasoconstriction qui peut être délétère? Et puis on peut se dire, mais après tout, pourquoi j'utilise un vasopresseur alors que dans le choc hémorragique, si je me souviens de ce qu'on m'a appris, eh bien le système sympathique est au maximum. Donc pourquoi rajouter de la vasoconstriction dans un système qui est très efficient et qui est au maximum? La première chose, c'est que vous savez que quand on a une hémorragie massive, une baisse du retour massif, on a un réflexe qui s'appelle le réflexe de Basel-Jaride, qui peut brutalement entraîner une bradycardie et une vasodilatation.
Et on a tous vécu ça dans des hémorragies massives, avec, à ce moment-là, un risque majeur de collapsus. Donc là, c'est évident qu'il faut un vasopresseur. L'autre chose, c'est que sur un patient vigile, et s'il est évident que le système sympathique va marcher à fond. Mais nous, une des premières choses que l'on fait pour gérer un choc hémorragique grave, traumatique, c'est qu'on va endormir le patient. Donc on va diminuer sa capacité à avoir un système efficace maximal. Donc en fait, dans ces cas-là, mettre un vasopresseur, c'est peut-être réinstaurer du sympathique chez un patient que l'on a endormi et chez qui on a diminué le système sympathique. L'autre chose, troisième élément, c'est que très vite, dans un choc traumatique, un choc hémorragique traumatique, apparaît de l'inflammation due au traumatisme tissulaire, due à l'hémorragie elle-même. Et à ce moment-là, va se développer progressivement des phénomènes d'inflammation et de vasodilatation. Et donc là, eh bien, ce n'est pas uniquement de la vasoconstriction qu'on aura comme réponse, mais on aura aussi un phénomène de vasodilatation que l'on pourra éventuellement gérer avec un vasopresseur. Alors, je vous ai dit, initialement, donc, on peut avoir un réflexe de type Basel-Jaride avec donc des bradycardies, avec des vasodilatations. Mais je voudrais vous montrer là un premier exemple, donc déjà sur des études expérimentales. Qu'est-ce que l'on a comme données sur les vasopresseurs? Ce choc hémorragique qui est réalisé par une lésion au niveau mésentérique. Et c'est un choc hémorragique très sévère d'un point de vue expérimental, puisqu'on va descendre sur une pression artérielle moyenne inférieure à 20 mm de mercure, donc c'est gravissime. Et on voit que si on compare une stratégie basée sur les vasopresseurs avec vasopressine versus une stratégie basée sur une expansion volémique, eh bien on voit qu'aucun animal, sauf un, quand on fait une expansion volémique, ne survivra, alors que le vasopresseur nous permet de passer ce cap et donc nous donne plus de marge pour réanimer ces animaux et donc une efficacité supérieure dans cette hémorragie qui est extrême. Alors, un autre travail qui s'est spécialement expérimental, qui s'est spécialement focalisé sur l'intérêt de rajouter en plus d'une expansion volémique un vasopresseur. Le vasopresseur utilisé est la noradrénaline dans ce cas. C'est un modèle hémorragique dans lequel initialement il y a une spoliation sanguine, puis ensuite on induit une hémorragie non contrôlée en coupant la queue de l'animal. Et il y a deux groupes, c'est un petit peu compliqué, mais un groupe où on va éviter que la pression artérielle ne chute en dessous de 40 mm de mercure, et un autre groupe où on va éviter qu'elle ne chute en dessous de 80 mm de mercure, donc deux niveaux de pression artérielle. Et on va rajouter, soit on fait expansion volémique seule, soit on rajoute 5, 50 ou 500 gamma de noradrénaline dans ce modèle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tout d'abord, une chose intéressante, c'est que quand vous allez, si vous utilisez des doses trop importantes de noradrénaline, eh bien, vous voyez que ça va avoir un effet désastreux sur la survie de vos animaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire quand même attention à quel niveau de noradrénaline on utilise et qu'on peut faire des bêtises en utilisant un niveau des doses trop importantes. Et ceci confirme que la noradrénaline n'est pas le traitement exclusif du choc hémorragique. Par contre, on voit qu'à des doses inférieures, par rapport à l'expansion volémique, qui est ici indiquée donc sur NE égale 0, l'expansion volémique, on voit que rajouter de la noradrénaline à des doses raisonnables eh bien, peut permettre un gain en termes de mortalité. Si on représente en fait cette étude en mixant les deux groupes de niveau de pression artérielle, on voit que ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les groupes où on va aller chercher un niveau de pression artérielle donc le plus élevé, donc à droite de cette diapositive, 80 mm de mercure de pression artérielle moyenne, on voit que si on essaie d'atteindre ce niveau de pression uniquement par du remplissage, eh bien, on va aggraver la mortalité, vraisemblablement en aggravant la coagulopathie de dilution. Donc, attention au niveau de pression, et si on essaie d'avoir un niveau de pression plus élevé en utilisant que de l'expansion volémique,
eh bien, effectivement, dans ce cas-là, on peut aggraver le segment et faire des bêtises. Alors, nous avons voulu, toujours dans un modèle expérimental, essayer de confirmer ces résultats. Donc, ici, c'est de la souris. On fait un modèle de choc hémorragique et on va avoir deux stratégies. Une stratégie où on va uniquement faire du remplissage vasculaire. C'est remplissage vasculaire 50 quand on cherchera une pression artérielle moyenne de 50, 60 quand on cherchera une pression artérielle moyenne de 60. Et à côté, on fait deux autres groupes où on introduit, en plus du remplissage, de la noradrénaline. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez que clairement, quand on introduit de la noradrénaline, eh bien, on va moins aggraver le segment que quand on n'utilise que de l'expansion volémique. Donc l'association noradrénaline plus expansion volémique vous permet de diminuer la quantité de perte sanguine, et ceci, quel que soit le niveau, là, 50 ou 60. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'on n'aggrave pas, est-ce qu'on n'induit pas une vasoconstriction excessive? Et c'était le but du modèle, c'est-à-dire qu'on a regardé la microcirculation, ce qui nous amuse toujours, et on l'a regardé au niveau donc splanchnique chez ces animaux. Et vous voyez qu'à la fin de l'hémorragie, quand on regarde la densité de capillaires, c'est-à-dire que, évidemment, c'est une hémorragie, donc on va avoir moins de globules rouges qui vont passer au niveau de nos villosités au cours de l'hémorragie. Mais quand on regarde si, en fait, la noradrénaline ferme la microcirculation, c'est-à-dire qu'on a une densité qui baisse. Et quand on regarde cette densité capillaire, eh bien vous voyez qu'elle n'est pas affectée par le fait qu'on a rajouté de la noradrénaline en plus du remplissage. D'accord? Et quand on regarde maintenant dans un autre, donc on a refait un autre groupe de patients, d'animaux, toujours avec la même idée, et on a regardé la PO2, cette fois-ci au niveau intestinal, pour avoir à la fois le côté microcirculation, perfusion, et le côté PO2. Et vous voyez qu'en termes de PO2, eh bien, on n'a pas eu d'altération de la PO2 quand on a utilisé la noradrénaline. Donc même si c'est des animaux, et évidemment c'est la limite, en tous les cas, c'est une démonstration qu'à partir du moment où on utilise des doses raisonnables de noradrénaline, en complément de l'expansion volémique, eh bien, on n'altère pas, en tous les cas, dans ce modèle, la microcirculation. Et actuellement, nous sommes en train d'essayer de vérifier ce concept chez les patients. Juste pour renforcer la chose, pourquoi, en fait, on n'est pas délétère sur la microcirculation? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que une catécholamine comme la noradrénaline n'a pas que des effets vasoconstricteurs artériels, mais elle a aussi des effets de mobilisation du sang veineux. Et juste ce modèle, qui est un modèle de choc hémorragique sur, là encore, des chiens, vous voyez qu'ils vont induire une hémorragie et ils rajoutent que de la noradrénaline, sans remplir, que de la noradrénaline. Et quand vous voyez l'index cardiaque, eh bien vous voyez que vous allez obtenir un gain d'index cardiaque juste en rajoutant de la noradrénaline. C'est peut-être l'effet bêta de la noradrénaline, mais c'est aussi sûrement l'effet de mobilisation du sang et d'augmentation du retour veineux induit par la noradrénaline, ce qui a été très élégamment montré par Xavier Monet dans le choc septique en regardant donc la pression veineuse périphérique sous noradrénaline chez des patients donc en choc septique, en faisant des corrélations entre la pression veineuse centrale et l'index cardiaque, en faisant des épreuves de baisse du retour veineux et en regardant cette relation, et il a montré que la noradrénaline permettait donc d'améliorer la relation et avait un effet positif en termes de retour veineux. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je vous ai montré les études expérimentales, le concept, mais qu'est-ce qu'il en est chez l'homme? Alors, chez l'homme, eh bien, en fait, on a très peu de travaux qui nous permettent d'y voir clair. Je vous montre cette étude qui est une étude donc réalisée dans les trauma centers américains, un grand nombre de patients, plus de 1000 patients. C'est une étude initialement qui n'était pas du tout designée pour regarder l'effet des vasopresseurs
dans la prise en charge des chocs hémorragiques traumatiques, mais simplement le devenir des patients donc à traumatisme fermé. Et ils ont regardé, prenant cette population, les patients qui avaient eu ou pas de la vasopressine et les patients qui avaient eu une expansion volémique par cristalloïde. Et ils ont montré que quand on regarde les patients qui ont eu des vasopresseurs dans leur réanimation, que ce soit de la phényléphrine, la noradrénaline, la dopamine et de la vasopressine, vous voyez, ils considèrent que la dopamine est un vasopresseur, donc on a de la marge, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de travailler au niveau européen. Eh bien, on voit qu'il y a un effet délétère sur la mortalité quand ils utilisent des vasopresseurs. Par contre, une réanimation basée sur les cristalloïdes n'était pas délétère dans ce travail. Le problème, c'est que comme l'étude n'était pas designée pour ça, on peut se demander si les groupes, c'est-à-dire avec ou sans vasopresseurs, sont réellement bien équilibrés et si, en fait, on ne regarde pas, quand on regarde les vasopresseurs, des patients qui sont plus graves que dans le groupe sans vasopresseurs et que, en fait, eh bien, on ne montre qu'une seule chose, c'est que les plus graves meurent. Et quand on lit bien le travail, eh bien, on voit que, je vous ai mis un exemple, en fait, on peut penser que les groupes ne sont pas équilibrés. Par exemple, si on regarde les groupes qui ont eu une thoracotomie de façon précoce, qui est un facteur d'aggravation en traumato, qui est un facteur de gravité propre, eh bien on voit que dans le groupe qui a reçu de l'expansion volémique, on a 19 versus 4. Et je pourrais vous donner d'autres exemples dans ce travail qui montrent que, effectivement, vraisemblablement, ils ont regardé les patients les plus graves au travers du groupe avec des vasopresseurs. L'autre chose, c'est qu'on voit que si on regarde la noradrénaline ou la vasopressine, eh bien, en fait, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité avec ces deux vasopresseurs et que l'augmentation de la mortalité est constatée avec la phényléphrine, un alpha pur, et avec la dopamine. Donc, beaucoup de questions autour de cette étude et pour moi, pas de conclusion formelle sur un effet potentiellement délétère des vasopresseurs lors de l'utilisation dans le choc hémorragique. Un deuxième travail, toujours américain, qui est une étude rétrospective, 1349 patients, où là aussi, eh bien, ils retrouvent donc une surmortalité dans le groupe vasopresseur. Vous voyez une mortalité de 43% à partir du moment où on utilise un vasopresseur versus une mortalité de 4% quand on n'utilise pas de vasopresseur. Donc là aussi, bon, quand on regarde les mortalités, on comprend tout de suite 43% de mortalité sur de la traumato. On sait ce que c'est ces patients. C'est des patients absolument gravissimes. Donc la mortalité étant de 14% tout confondu sur de la traumato. Donc là aussi, c'est difficile de conclure sur cette étude. Et bien évidemment, il y a aussi derrière, dans l'utilisation des vasopresseurs, toute la stratégie, comment on utilise les vasopresseurs. Et à l'évidence, on ne les utilise pas pareil que les Américains. Vous savez, les Américains, dans leur prise en charge traumato, en préhospitalier, c'est des paramédics. Ils n'ont pas, ou exceptionnellement, accès aux vasopresseurs. Donc, il y a toute une phase où les patients sont souvent essayés d'être transportés le plus vite à l'hôpital, mais sont souvent très peu remplis et n'ont pas de vasopresseur. Je vous montre ici issu de l'étude FIRST, qui est une analyse sur nos pratiques en traumato. Et vous voyez que nos pratiques, à l'évidence, ne sont absolument pas les mêmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les évaluer. Vous voyez l'utilisation des catécholamines chez des patients qui ont reçu 1 à 3 culoglobulaires dans les premières 24 heures, 4 à 7 culoglobulaires dans les premières 24 heures ou supérieur à 7. Vous voyez 58% dans le premier groupe qui utilise de la noradrénaline, 73% dans l'autre, 89%. Donc, c'est très intéressant d'évaluer nos pratiques qui, à mon avis, sont des pratiques européennes et originales.
L'autre chose, c'est qu'une seule étude randomisée, utilisant la vasopressine, une étude donc en double aveugle, une petite population qui ne permet pas de conclure sur la mortalité, mais qui est intéressante parce qu'elle montre quand même que quand on utilise un vasopresseur, eh bien, on va diminuer la quantité de liquide qui va être nécessaire pour gérer notre patient, et on va aussi diminuer la quantité de produits sanguins passés. Et ceci est, à mon avis, excessivement important. Culot, PFC dans cette étude. Voilà. Alors, pour la première fois apparaît dans les recommandations le fait que l'administration de vasopresseurs peut être considérée pour maintenir un niveau de pression artérielle, donc en l'absence de réponse à l'expansion volémique. Et je dirais pour conclure que les vasopresseurs peuvent nous aider à rapidement restaurer une pression artérielle et limiter l'hypoperfusion tissulaire, ceci d'autant plus qu'on est en échec de maintien d'une pression artérielle au cours du remplissage vasculaire. Évidemment, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que le traitement du choc hémorragique reste quand même l'expansion volémique, mais le vasopresseur peut nous aider à réaliser ce remplissage vasculaire et sûrement limiter la coagulopathie de dilution qu'on peut induire avec le remplissage vasculaire. Là, il faut être excessivement vigilant sur le respect des objectifs de pression artérielle et rester, tant qu'on n'a pas contrôlé l'hémorragie, dans une pression artérielle systolique entre 80 et 90 mm de mercure. Merci beaucoup.